Installe-toi confortablement, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la suite et bonne lecture. Boissons chaudes vendues séparément. Premier épisode, la Dame Blonde, chapitre 3, Herlock Sholmes ouvre les hostilités. Que désirent ces messieurs ? Ce que vous voulez, répondit Arsène Lupin en homme que ces détails de nourriture intéressaient peu. Ce que vous voulez, mais ni viande ni alcool. Le garçon s'éloigna, dédaigneux. Je m'écriais « Comment encore végétarien ?» De plus en plus, affirma Lupin. Par goût, par croyance, par habitude, par hygiène. Et jamais d'infraction. Oh, si, quand je vais dans le monde, pour ne pas me singulariser, nous dînions tous deux près de la gare du Nord, au fond d'un petit restaurant où Arsène Lupin m'avait convoqué. Il se plaît ainsi, de temps à autre, à me fixer le matin, par téléphone, un rendez-vous en quelque coin de Paris. Il s'y montre toujours d'une verve intarissable, heureux de vivre, simple et bon enfant, et toujours c'est une anecdote imprévue, un souvenir, le récit d'une aventure que j'ignorais. Ce soir-là, il me parut plus exubérant encore qu'à l'ordinaire. Il riait et bavardait avec un entrain singulier, et cette ironie fine qui lui est spéciale, ironie sans amertume, légère et spontanée. C'était plaisir que de le voir ainsi, et je ne pus m'interdire de lui exprimer mon contentement. « Eh oui !» s'écria-t-il. « J'ai de ces jours où tout me semble délicieux, où la vie est en moi comme un trésor infini que je n'arriverai jamais à épuiser. Et Dieu sait pourtant que je vis sans compter. Trop peut-être. Le trésor est infini, vous dis-je. Je puis me dépenser et me gaspiller, je puis jeter mes forces et ma jeunesse aux quatre vents. C'est de la place que je fais à des forces plus vives et plus jeunes. Et puis vraiment, ma vie est si belle. Je n'aurais qu'à vouloir, n'est-ce pas, pour devenir du jour au lendemain, que sais-je, orateur, chef d'usine, homme politique. Eh bien, je vous le jure, jamais l'idée ne m'en viendrait. Arsène Lupin je suis, Arsène Lupin je reste. Et je cherche vainement dans l'histoire une destinée comparable à la mienne, mieux remplie, plus intense. Napoléon... Oui, peut-être, mais alors Napoléon, à la fin de sa carrière impériale, pendant la campagne de France, quand l'Europe l'écrasait et qu'il se demandait à chaque bataille si ce n'était pas la dernière qu'il livrait. Était-il sérieux? Plaisantait-il? Le ton de sa voix s'était échauffé. Et il continua. Tout est là, voyez-vous, le danger, l'impression ininterrompue du danger, le respirer comme l'air que l'on respire, le discerner autour de soi qui souffle, qui rugit, qui guette, qui approche. Et au milieu de la tempête, restez calme, ne pas broncher, sinon vous êtes perdu. Il n'y a qu'une sensation qui vaille celle-là, celle du chauffeur en course d'automobile. Mais la course dure une matinée, et ma course à moi dure toute la vie. Quel lyrisme, m'écriai-je. Et vous allez me faire à croire que vous n'avez pas un motif particulier d'excitation. Il sourit. Allons, dit-il. Vous êtes un fin psychologue. Il y a en effet autre chose. Il se versa un grand verre d'eau fraîche, l'avala, et me dit « Vous avez lu Le Temps d'aujourd'hui ?»« Ma foi, non. Herlock Sholmes a dû traverser la Manche cet après-midi et arriver vers 6 heures. »« Diable, et pourquoi ?»« Oh, un petit voyage que lui offrent les Crozon, le neveu d'Autrec et le Gerbois. Ils se sont retrouvés à la gare du Nord et de là, ils ont rejoint Ganimard. En ce moment, ils confèrent tous les 6. Jamais, malgré la formidable curiosité qu'il m'inspire, je ne me permets d'interroger Arsène Lupin sur les actes de sa vie privée, avant que lui-même ne m'en ait parlé. Il y a là, de ma part, une question de réserve sur laquelle je ne transige point. À ce moment, d'ailleurs, son nom n'avait pas encore été prononcé, du moins officiellement, au sujet du diamant bleu. Je patientais donc.
il reprit. Le Temps publie également une interview de cet excellent Ganimard, d'après laquelle une certaine dame blonde, qui serait mon amie, aurait assassiné le baron d'Autrec et tenté de soustraire à Madame de Crozon sa fameuse bague. Et bien entendu, il m'accuse d'être l'instigateur de ces forfaits. Un léger frisson m'agita. Était-ce vrai ? Devais-je croire que l'habitude du vol, son genre d'existence, la logique même des événements, avait entraîné cet homme jusqu'au crime ? Je l'observais. Il semblait si calme, ses yeux vous regardaient si franchement. J'examinais ses mains. Elles avaient une délicatesse de modelé infinie, des mains inoffensives, vraiment, des mains d'artiste. Ganimard est un halluciné, murmurai-je. Il protesta. Mais non, Ganimard a de la finesse, parfois même de l'esprit. De l'esprit ? Si, par exemple, cette interview est un coup de maître. Premièrement, il annonce l'arrivée de son rival anglais pour me mettre en garde et lui rendre la tâche plus difficile. Deuxièmement, il précise le point exact où il a mené l'affaire pour que Sholmes n'ait que le bénéfice de ses propres découvertes. C'est de bonne guerre. Quoi qu'il en soit, vous voici deux adversaires sur les bras et... Quels adversaires ? Oh, l'un ne compte pas. Et l'autre, Sholmes. Oh, j'avoue que celui-ci est de taille. Mais c'est justement ce qui me passionne et ce pourquoi vous me voyez de si joyeuse humeur. D'abord, question d'amour-propre, on juge que ce n'est pas trop du célèbre anglais pour avoir raison de moi. Ensuite, pensez au plaisir que doit éprouver un lutteur de ma sorte à l'idée d'un duel avec Herlock Sholmes. Enfin, je vais être obligé de m'employer à fond car je le connais, le bonhomme. Il ne reculera pas d'une semelle. Il est fort, très fort. Comme policier, je ne crois pas qu'il ait jamais existé, ou qu'il existe jamais son pareil. Seulement, j'ai un avantage sur lui, c'est qu'il attaque et que moi, je me défends. Mon rôle est plus facile. En outre, il sourit imperceptiblement et, achevant sa phrase, « En outre, je connais sa façon de se battre et il ne connaît pas la mienne. » Et je lui réserve quelques bottes secrètes qui le feront réfléchir. Il tapotait la table à petits coups de doigts et lâchait de menues phrases d'un air ravi. Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, la France contre l'Angleterre. Enfin, Trafalgar sera vengé. Ah, le malheureux, il ne se doute pas que je suis préparé. Et un Lupin averti... Il s'interrompit subitement, secoué par une quinte de toux, et il se cacha la figure dans sa serviette comme quelqu'un qui a avalé de travers. « Une miette de pain ?» lui demandai-je. « Buvez donc un peu d'eau. »« Non, ce n'est pas ça !» dit-il d'une voix étouffée. « Alors, quoi ? » « Le besoin d'air. Voulez-vous qu'on ouvre la fenêtre ? » « Non, je sors. Vite, donnez-moi mon pardessus et mon chapeau. Je file. »« Ah, ça, mais que signifie ? » « Ces deux messieurs qui viennent d'entrer. » Vous voyez le plus grand, eh bien, en sortant, marchez à ma gauche de manière à ce qu'il ne puisse m'apercevoir. Celui qui s'assoit derrière vous, celui-là. Pour des raisons personnelles, je préfère... Dehors, je vous expliquerai. Mais qui est-ce donc ? Herlock Sholmes. Il fit un violent effort sur lui-même, comme s'il avait honte de son agitation, reposa sa serviette, avala un verre d'eau, et me dit en souriant, tout à fait remis, « C'est drôle, hein ? Je ne m'émeus pourtant pas facilement, mais cette vision imprévue, qu'est-ce que vous craignez puisque personne ne peut vous reconnaître au travers de toutes vos transformations ? Moi-même, à chaque fois que je vous retrouve, il me semble que je suis en face d'un individu nouveau. Lui me reconnaîtra, dit Arsène Lupin. Lui, il ne m'a vu qu'une fois, mais j'ai senti qu'il me voyait pour la vie. Et qu'il voyait non pas mon apparence toujours modifiable, mais l'être même que je suis. Et puis, je ne m'y attendais pas, quoi. Quelle singulière rencontre, ce petit restaurant. Eh bien, lui dis-je, nous sortons ? Non. Qu'allez-vous faire ? Le mieux serait d'agir franchement, de m'en remettre à lui. Vous n'y pensez pas ? Mais si, j'y pense. Outre que j'aurai l'avantage à l'interroger, à savoir ce qu'il sait,
Ah, tenez, j'ai l'impression que ses yeux se posent sur ma nuque, sur mes épaules, et qu'il cherche, qu'il se rappelle. Il réfléchit, j'avisai un sourire de malice au coin de ses lèvres, puis, obéissant, je crois, à une fantaisie de sa nature primesautière, plus encore qu'aux nécessités de la situation, il se leva brusquement, fit volte-face, et s'inclinant, tout joyeux, « Par quel hasard! C'est vraiment trop de chance! Permettez-moi de vous présenter un de mes amis. » Une seconde ou deux, l'Anglais fut décontenancé, puis il eut un mouvement instinctif, tout prêt à se jeter sur Arsène Lupin. Celui-ci hocha la tête. « Oh, vous auriez tort, sans compter que le geste ne serait pas beau, et tellement inutile. » L'Anglais se retourna de droite à gauche comme s'il cherchait du secours. « Cela non plus, dit Lupin. D'ailleurs, êtes-vous bien sûr d'avoir qualité pour mettre la main sur moi? Allons, montrez-vous beau joueur. » Se montrer beau joueur en l'occasion, ce n'était guère tentant. Néanmoins, il est probable que ce fût ce parti qui sembla le meilleur à l'Anglais, car il se leva à demi et froidement présenta. « Monsieur Wilson, mon ami et collaborateur. Monsieur Arsène Lupin. » La stupeur de Wilson provoqua l'hilarité. Ses yeux écarquillés et sa bouche large ouverte barraient de deux traits sa figure épanouie, à la peau luisante et tendue comme une pomme, et autour de laquelle des cheveux en brosse et une barbe courte étaient plantés comme des brins d'herbe, drus et vigoureux. « Wilson, vous ne cachez pas assez votre ahurissement devant les événements les plus naturels de ce monde » ricana Sherlock Holmes avec une nuance de raillerie. Wilson balbutia. « Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas ?» Vous n'avez point remarqué, Wilson, que ce gentleman est placé entre la porte et moi, et à 2 pas de la porte. Je n'aurai pas le temps de bouger le petit doigt qu'il serait déjà dehors. « Qu'à cela ne tienne, » dit Lupin. Il fit le tour de la table et s'assit de manière à ce que l'Anglais fût entre la porte et lui. C'était se mettre à sa discrétion. Wilson regarda Holmes pour savoir s'il avait le droit d'admirer ce coup d'audace. L'Anglais demeura impénétrable, mais au bout d'un instant, il appela. « Garçon !» Le garçon accourut. Holmes commanda des sodas, de la bière et du whisky. La paix était signée, jusqu'à nouvel ordre. Bientôt après, tous 4 assis à la même table, nous causions tranquillement. Sherlock Holmes est un homme comme on en rencontre tous les jours. Âgé d'une 50aine d'années, il ressemble à un brave bourgeois qui aurait passé sa vie devant un bureau à tenir des livres de comptabilité. Rien ne le distingue d'un honnête citoyen de Londres, ni ses favoris roussâtres, ni son menton rasé, ni son aspect un peu lourd, rien si ce n'est ses yeux terriblement aigus, vifs et pénétrants. Et puis, c'est Sherlock Holmes, c'est-à-dire une sorte de phénomène d'intuition, d'observation, de clairvoyance et d'ingéniosité. On croirait que la nature s'est amusée à prendre les 2 types de policiers les plus extraordinaires que l'imagination ait produits, le Dupin d'Edgar Poe et le Lecoq de Gaboriau, pour en construire un à sa manière, plus extraordinaire encore et plus irréel. Et l'on se demande vraiment, quand on entend le récit de ces exploits qui l'ont rendu célèbre dans l'univers entier, on se demande si lui-même, ce Sherlock Holmes, n'est pas un personnage légendaire, un héros sorti vivant du cerveau d'un grand romancier, d'un Conan Doyle par exemple. Tout de suite, comme Arsène Lupin l'interrogeait sur la durée de son séjour, il mit la conversation sur son terrain véritable. « Mon séjour dépend de vous, monsieur Lupin. »« Oh !» s'écria l'autre en riant. « Si cela dépendait de moi, je vous prierais de reprendre votre paquebot dès ce soir. Ce soir est un peu tôt. Mais j'espère que dans 8 ou 10 jours... Oh, vous êtes donc si pressé. J'ai tant de choses en train. Le vol de la banque anglo-chinoise, l'enlèvement de Lady Ecclestone. Voyons, monsieur Lupin, croyez-vous qu'une semaine suffira? Oh, largement, si vous vous en tenez à la double affaire du diamant bleu. C'est, du reste, le laps de temps qu'il me faut pour prendre mes précautions, au cas où la solution de cette double affaire vous donnerait sur moi certains avantages dangereux pour ma sécurité. Mais, dit l'Anglais, c'est que je compte bien prendre ces avantages en l'espace de 8 à 10 jours, et me faire arrêter le 11e, peut-être, le 10e, dernière limite.
Lupin réfléchit et, hochant la tête, difficile, oui, mais possible. Donc, certain. Absolument certain. Dit Wilson, comme si lui-même eût distingué nettement la longue série d'opérations qui conduirait son collaborateur au résultat annoncé. Sherlock Holmes sourit. Wilson, qui s'y connaît, est là pour vous l'attester. Et il reprit. Évidemment, je n'ai pas tous les atouts entre les mains, puisqu'il s'agit d'affaires déjà vieilles de plusieurs mois. Il me manque les éléments, les indices sur lesquels j'ai l'habitude d'appuyer mes enquêtes. Comme les taches de boue et les cendres de cigarettes. Articula Wilson avec importance. Mais outre les remarquables conclusions de M. Ganimard, j'ai à mon service tous les articles écrits à ce sujet, toutes les observations recueillies et conséquences de tout cela, quelques idées personnelles sur l'affaire. Quelques vues qui nous ont été suggérées soit par analyse, soit par hypothèse. Ajouta Wilson sentencieusement. Est-il indiscret? Fit Arsène Lupin de ce ton déférent qu'il employait pour parler à Sholmes. Est-il indiscret de vous demander l'opinion générale que vous avez su vous former? Vraiment, c'était la chose la plus passionnante que de voir ces deux hommes en présence l'un de l'autre, les coudes sur la table, discutant gravement et posément comme s'ils avaient à résoudre un problème ardu ou à se mettre d'accord sur un point de controverse. Et c'était aussi d'une ironie supérieure dont ils jouissaient tous deux profondément, en dilettantes et en artistes. Wilson, lui, se pâmait d'aise. Sherlock bourra lentement sa pipe, l'alluma, et s'exprima de la sorte. J'estime que cette affaire est infiniment moins complexe qu'elle ne le paraît au premier abord. Beaucoup moins, en effet. Fit Wilson, écho fidèle. Je dis l'affaire car pour moi il n'y en a qu'une. La mort du baron d'Hautrec, l'histoire de la bague et, ne l'oublions pas, le mystère du numéro 514, série 23, ne sont que les faces diverses de ce qu'on pourrait appeler l'énigme de la Dame Blonde. Or, à mon sens, il s'agit tout simplement de découvrir le lien qui réunit ces trois épisodes de la même histoire, le fait qui prouve l'unité des trois méthodes. Ganimard, dont le jugement est un peu superficiel, voit cette unité dans la faculté de disparition, dans le pouvoir d'aller et de venir tout en restant invisible. Cette intervention du miracle ne me satisfait pas. Alors, selon moi, énonça nettement Sholmes, la caractéristique de ces trois aventures, c'est votre dessein manifeste, évident, quoique inaperçu jusqu'ici, d'amener l'affaire sur le terrain préalablement choisi par vous. Il y a là, de votre part, plus qu'un plan, une nécessité, une condition sine qua non de réussite. Pourriez-vous entrer dans quelques détails? Facilement. Ainsi, dès le début de votre conflit avec Monsieur Gerbois, n'est-il pas évident que l'appartement de Maître Detinan est le lieu choisi par vous, le lieu inévitable où il faut qu'on se réunisse? Il n'en est pas un qui vous paraisse plus sûr, à tel point que vous y donnez rendez-vous publiquement, pourrait-on dire, à la Dame Blonde et à Mademoiselle Gerbois. La fille du professeur, précisa Wilson. Maintenant, parlons du diamant bleu. Aviez-vous essayé de vous l'approprier depuis que le baron d'Hautrec le possédait? Non. Mais le baron prend l'hôtel de son frère, 6 mois après intervention d'Antoinette Bréhat et première tentative. Le diamant vous échappe et la vente s'organise à grand fracas à l'hôtel Drouot. Sera-t-elle libre, cette vente? Le plus riche amateur est-il sûr d'acquérir le bijou? Nullement. Au moment où le banquier Herschmann va l'emporter, une dame lui fait passer une lettre de menace, et c'est la comtesse de Crozon, préparée, influencée par cette même dame, qui achète le diamant. Va-t-il disparaître aussitôt? Non, les moyens vous manquent. Donc intermède, mais la comtesse s'installe dans son château. C'est ce que vous attendiez. La bague disparaît pour reparaître dans la poudre dentifrice du consul Bleichen. Anomalie bizarre. Objecta Lupin. Allons donc, s'écria Sherlock en frappant la table du poing. Ce n'est pas à moi qu'il faut compter de telles sornettes. Que les imbéciles s'y laissent prendre, soit, mais pas le vieux renard que je suis. Ce qui veut dire. Sholmes prit un temps comme s'il voulait ménager son effet. Enfin, il formula. Le diamant bleu qu'on a découvert dans la poudre dentifrice est un diamant faux. Le vrai, vous l'avez gardé. Arsène Lupin demeura un instant silencieux, puis, très simplement, les yeux fixés sur l'anglais. « Vous êtes un rude homme, monsieur. » « Un rude homme, n'est-ce pas ?» souligna Wilson, béant d'admiration. « Oui, affirma Lupin. Tout s'éclaire
tout prend son véritable sens. Pas un seul des juges d'instruction, pas un seul des journalistes spéciaux qui se sont acharnés sur ces affaires n'ont été aussi loin dans la direction de la vérité. C'est miraculeux d'intuition et de logique, fit l'anglais flatté de l'hommage d'un tel connaisseur. Il suffisait de réfléchir, il suffisait de savoir réfléchir, et si peu le savent. Mais maintenant que le champ des suppositions est plus étroit et que le terrain est déblayé, eh bien maintenant je n'ai plus qu'à découvrir pourquoi les 3 aventures se sont dénouées au 25 de la rue Clapeyron, au 134 de l'avenue Henri-Martin et entre les murs du château de Crozon. Toute l'affaire est là, le reste n'est que balivernes et charades pour enfants. N'est-ce pas votre avis ? C'est mon avis. En ce cas, monsieur Lupin, ai-je tort de répéter que dans 10 jours, ma besogne sera achevée? Dans 10 jours, oui, toute la vérité vous sera connue. Et vous serez arrêté. Non. Non. Il faut, pour que je sois arrêté, un concours de circonstances si invraisemblable, une série de mauvais hasards si stupéfiants, que je n'admets pas cette éventualité. Ce que ne peuvent ni les circonstances ni les hasards contraires, la volonté et l'obstination d'un homme le pourront. Monsieur Lupin, si la volonté et l'obstination d'un autre homme n'opposent à ce dessein un obstacle invincible, Monsieur Sholmes, il n'y a pas d'obstacle invincible, Monsieur Lupin. Le regard qu'ils échangèrent fut profond, sans provocation d'une part ni de l'autre, mais calme et hardi. C'était le battement de 2 épées qui engagent le fer. Cela sonnait clair et franc. « À la bonne heure !» s'écria Lupin. « Voici quelqu'un, un adversaire, mais c'est l'oiseau rare, et celui-là est Sherlock Holmes. On va s'amuser. »« Vous n'avez pas peur ?» demanda Wilson. « Ou presque, monsieur Wilson. Et la preuve, dit Lupin en se levant, c'est que je vais hâter mes dispositions de retraite. Sans quoi je risquerais d'être pris au gîte. Nous disons donc 10 jours, monsieur Sholmes. 10 jours. Nous sommes aujourd'hui dimanche. De mercredi en 8, tout sera fini. Et je serai sous les verrous, sans le moindre doute. Bigre, moi qui me réjouissais de ma vie paisible. Pas d'ennui, un bon petit courant d'affaires, la police au diable et l'impression réconfortante de l'universelle sympathie qui m'entoure. Il va falloir changer tout cela. Enfin, c'est l'envers de la médaille. Après le beau temps, la pluie. Il ne s'agit plus de rire. Adieu. Dépêchez-vous, fit Wilson, plein de sollicitude pour un individu auquel Sholmes inspirait une considération visible. Ne perdez pas une minute. Pas une minute, monsieur Wilson. Le temps seulement de vous dire combien je suis heureux de cette rencontre et combien j'envie le maître d'avoir un collaborateur aussi précieux que vous. On se salua courtoisement, comme sur le terrain 2 adversaires que ne divise aucune haine, mais que la destinée oblige à se battre sans merci. Et Lupin, me saisissant le bras, m'entraîna dehors. « Ah, qu'en dites-vous, mon cher? Voilà un repas dont les incidents feront bon effet dans les mémoires que vous préparez sur moi. » Il referma la porte du restaurant et, s'arrêtant quelques pas plus loin, « Vous fumez ? Non, mais vous non plus, il me semble. Moi non plus. » Il alluma une cigarette à l'aide d'une allumette bougie qu'il agita plusieurs fois pour l'éteindre. Mais aussitôt, il jeta la cigarette, franchit en courant la chaussée et rejoignit 2 hommes qui venaient de surgir de l'ombre comme appelés par un signal. Il s'entretint quelques minutes avec eux sur le trottoir opposé, puis revint à moi. « Je vous demande pardon, ce satané Sholmes va me donner du fil à retordre, mais je vous jure qu'il n'en a pas fini avec Lupin. Ah, le bougre, il verra de quel bois je me chauffe. Au revoir, l'ineffable Wilson a raison, je n'ai pas une minute à perdre. » Il s'éloigna rapidement. Ainsi finit cette étrange soirée, ou du moins la partie de cette soirée à laquelle je fus mêlé. Car il s'écoula, pendant les heures qui suivirent, bien d'autres événements que les confidences des autres convives de ce dîner m'ont permis heureusement de reconstituer en détail. À l'instant même où Lupin me quittait, Sherlock Holmes tirait sa montre et se levait à son tour. À 9h moins 20. À 9h, je dois retrouver le comte et la comtesse à la gare. En route ! S'exclama Wilson, avalant coup sur coup 2 verres de whisky.
Ils sortirent. Wilson ne tournait pas la tête. Peut-être sommes-nous suivis. En ce cas, agissons comme s'il ne nous importait point de l'être. Dites donc, Wilson, donnez-moi votre avis. Pourquoi Lupin était-il dans ce restaurant? Wilson n'hésita pas. Pour manger? Wilson, plus nous travaillons ensemble et plus je m'aperçois de la continuité de vos progrès. Ma parole, vous devenez étonnant. Dans l'ombre, Wilson rougit de plaisir et Sholmes se reprit. Pour manger, soit. Et ensuite, tout probablement pour s'assurer si je vais bien à Crozon comme l'annonce Ganimard dans son interview. Je pardon afin de ne pas le contrarier. Mais comme il s'agit de gagner du temps sur lui, je ne pars pas. Ah! Fit Wilson interloqué. Vous, mon ami, filez par cette rue, prenez une voiture, 2, 3 voitures. Revenez plus tard chercher les valises que nous avons laissées à la consigne et au galop jusqu'à l'Élysée Palace. Et à l'Élysée Palace? Vous demandez une chambre où vous vous coucherez, où vous dormirez à point fermé et attendrez mes instructions. Wilson, tout fier du rôle important qui lui était assigné, s'en alla. Herlock Sholmes prit son billet et se rendit à l'Express d'Amiens, où le comte et la comtesse de Crozon étaient déjà installés. Il se contenta de les saluer, alluma une seconde pipe et fuma paisiblement debout dans le couloir. Le train s'ébranla. Au bout de 10 minutes, il vint s'asseoir auprès de la comtesse et lui dit « Vous avez là votre bague, madame. Oui. Ayez l'obligeance de me la prêter. » Il la prit et l'examina. C'est bien ce que je pensais. C'est du diamant reconstitué. Du diamant reconstitué. Un nouveau procédé qui consiste à soumettre de la poussière de diamant à une température énorme de façon à la réduire en fusion et à n'avoir plus qu'à la reconstituer en une seule pierre. Comment? Mais mon diamant est vrai. Le vôtre, oui. Mais celui-là n'est pas le vôtre. Où donc est le mien? Entre les mains d'Arsène Lupin. Et alors, celui-là? Celui-là a été substitué au vôtre et glissé dans le flacon de M. Bleichen, où vous l'avez retrouvé. Il est donc faux. Absolument faux. Interdite, bouleversée, la comtesse se taisait, tandis que son mari, incrédule, tournait et retournait le bijou en tous sens. Elle finit par balbutier. Est-ce possible? Mais pourquoi ne l'a-t-on pas volé, tout simplement? Et puis, comment l'a-t-on pris? C'est précisément ce que je vais tâcher d'éclaircir. Au château de Crozon? Non, je descends à Creil et je retourne à Paris. C'est là que doit se jouer la partie entre Arsène Lupin et moi. Les coups vaudront pour un endroit comme pour l'autre, mais il est préférable que Lupin me croie en voyage. Cependant... Que vous importe, madame? L'essentiel, c'est votre diamant, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, soyez tranquille. J'ai pris tout à l'heure un engagement beaucoup plus difficile à tenir. Foi d'Herlock Sholmes, je vous rendrai le véritable diamant. Le train ralentissait. Il mit le faux diamant dans sa poche et ouvrit la portière. Le comte s'écria. « Mais vous descendez à contrevoie !»« De cette manière, si Lupin me fait surveiller, on perd ma trace. Adieu !» Un employé protesta vainement. L'Anglais se dirigea vers le bureau du chef de gare. 50 minutes après, il sautait dans un train qui le ramenait à Paris un peu avant minuit. Il traversa la gare en courant, rentra par le buffet, sortit par une autre porte et se précipita dans un fiacre. Cocher, rue Clapeyron. Ayant acquis la certitude qu'il n'était pas suivi, il fit arrêter sa voiture au commencement de la rue et se livra à un examen minutieux de la maison de maître Detinant et des 2 maisons voisines. À l'aide d'enjambées égales, il mesurait certaines distances et inscrivait des notes et des chiffres sur son carnet. Cocher, avenue Henri Martin. Au coin de l'avenue et de la rue de la Pompe, il régla sa voiture, suivit le trottoir jusqu'au 134 et recommença les mêmes opérations devant l'hôtel du baron d'Autrec et les 2 immeubles de rapport qui l'encadrent, mesurant la largeur des façades respectives et calculant la profondeur des petits jardins qui précèdent la ligne de ces façades. L'avenue était déserte et très obscure sous ces 4 rangées d'arbres entre lesquelles, de place en place, un bec de gaz semblait lutter inutilement contre des épaisseurs de ténèbres. L'un d'eux projetait une pâle lumière sur une partie de l'hôtel et Sholmes vit la pancarte à louer, suspendue à la grille, les 2 allées incultes qui encerclaient la menue pelouse et les vastes fenêtres vides de la maison inhabitée. C'est vrai, se dit-il, depuis la mort du baron, il n'y a pas de locataire. Ah, si je pouvais entrer et faire une première visite. Il suffisait que cette idée l'effleurât pour qu'il voulût la mettre à exécution. Mais comment ?
La hauteur de la grille rendant impossible toute tentative d'escalade, il tira de sa poche une lanterne électrique et une clé passe-partout qui ne le quittait pas. À son grand étonnement, il s'avisa qu'un des battants était entrouvert. Il se glissa donc dans le jardin en ayant soin de ne pas refermer le battant, mais il n'avait pas fait 3 pas qu'il s'arrêta. À l'une des fenêtres du second étage, une lueur avait passé. Et la lueur repassa à une 2e fenêtre et à une 3e, sans qu'il pût voir autre chose qu'une silhouette qui se profilait sur les murs des chambres. Et du second étage, la lueur descendit au premier, et longtemps erra de pièce en pièce. Qui diable peut se promener à 1h du matin dans la maison où le baron d'Autrec a été tué, se demanda Herlock, prodigieusement intéressé. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir, c'était de s'y introduire soi-même. Il n'hésita pas, mais au moment où il traversait pour gagner le perron la bande de clarté que lançait le bec de gaz, l'homme dut l'apercevoir car la lueur s'éteignit soudain et Herlock Sholmes ne la revit plus. Doucement, il appuya sur la porte qui commandait le perron. Elle était ouverte également. N'entendant aucun bruit, il se risqua dans l'obscurité, rencontra la pomme de la rampe et monta un étage. Et toujours le même silence, les mêmes ténèbres. Arrivé sur le palier, il pénétra dans une pièce et s'approcha de la fenêtre que blanchissait un peu la lumière de la nuit. Alors il avisa dehors l'homme qui descendit sans doute par un autre escalier et sortit par une autre porte, se faufilait à gauche le long des arbustes qui bordent le mur de séparation entre les 2 jardins. « Fichtre !» s'écria Sholmes. « Il va m'échapper !» Il dégringola l'étage et franchit le perron afin de lui couper toute retraite. Mais il ne vit plus personne, et il lui fallut quelques secondes pour distinguer dans le fouillis des arbustes une masse plus sombre, qui n'était pas tout à fait immobile. L'Anglais réfléchit. Pourquoi l'individu n'avait-il pas essayé de fuir alors qu'il l'eût pu si aisément ? Demeurait-il là pour surveiller à son tour l'intrus qui l'avait dérangé dans sa mystérieuse besogne ? En tout cas, pensa-t-il, ce n'est pas Lupin. Lupin serait plus adroit. C'est quelqu'un de sa bande. De longues minutes s'écoulèrent. Herlock ne bougeait pas, l'œil fixé sur l'adversaire qui l'épiait. Mais comme cet adversaire ne bougeait pas davantage et que l'Anglais n'était pas homme à se morfondre dans l'inaction, il vérifia si le barillet de son revolver fonctionnait, dégagea son poignard de sa gaine et marcha droit sur l'ennemi avec cette audace froide et ce mépris du danger qui le rendent si redoutable. Un bruit sec, l'individu armait son revolver. Herlock se jeta brusquement dans le massif. L'autre n'eut pas le temps de se retourner. L'Anglais était déjà sur lui. Il y eut une lutte violente, désespérée, au cours de laquelle Herlock devinait l'effort de l'homme pour tirer son couteau. Mais Sholmes, qu'exaspérait l'idée de sa victoire prochaine, le désir fou de s'emparer dès la première heure de ce complice d'Arsène Lupin, sentait en lui des forces irrésistibles. Il renversa son adversaire, pesa sur lui de tout son poids, et l'immobilisant de ses 5 doigts plantés dans la gorge du malheureux comme les griffes d'une serre, de sa main libre, il chercha sa lanterne électrique, en pressa le bouton et projeta la lumière sur le visage de son prisonnier. « Wilson !» hurla-t-il, terrifié. « balbutia une voix étranglée, caverneuse. Ils demeurèrent longtemps l'un près de l'autre sans échanger une parole, tous deux anéantis, le cerveau vide. La corne d'une automobile déchira l'air, un peu de vent agita les feuilles. Et Sholmes ne bougeait pas, les 5 doigts toujours agrippés à la gorge de Wilson, qui exhalait un râle de plus en plus faible. Et soudain, Herlock, envahi d'une colère, lâcha son ami, mais pour l'empoigner par les épaules et le secouer avec frénésie. « Que faites-vous là ? Répondez ! Quoi, est-ce que je vous ai dit de vous fourrer dans les massifs et de m'espionner ?» « Vous espionnez ?» gémit Wilson. « Mais je ne savais pas que c'était vous !»« Alors quoi ? Que faites-vous là ? Vous deviez vous coucher. »« Je me suis couché !»« Il fallait dormir. »« J'ai dormi !»« Il ne fallait pas vous réveiller. »« Votre lettre !»« Ma lettre. »« Oui, celle qu'un commissionnaire m'a apportée de votre part à l'hôtel. »« De ma part, vous êtes fou. »« Je vous jure. » Où est cette lettre ? Son ami lui tendit une feuille de papier. À la clarté de sa lanterne, il lut avec stupeur.
Wilson hors du lit et filez avenue Henri Martin. La maison est vide. Entrez, inspectez, dressez un plan exact et retournez vous coucher. Herlock Sholmes. J'étais en train de mesurer les pièces Dit Wilson. quand j'ai aperçu une ombre dans le jardin. Je n'ai eu qu'une idée. C'est de vous emparer de l'ombre. L'idée était excellente. Seulement, voyez-vous, dit Sholmes en aidant son compagnon à se relever et en l'entraînant. Une autre fois, Wilson, lorsque vous recevrez une lettre de moi, assurez-vous d'abord que mon écriture n'est pas imitée. Mais alors, Fit Wilson, commençant à entrevoir la vérité. la lettre n'est donc pas de vous. Hélas, non. De qui? D'Arsène Lupin. Mais dans quel but l'a-t-il écrite? Ah, ça, je n'en sais rien. Et c'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi diable s'est-il donné la peine de vous déranger? S'il s'agissait encore de moi, je comprendrais, mais il ne s'agit que de vous. Et je me demande quel intérêt. J'ai hâte de retourner à l'hôtel. Moi aussi, Wilson. Ils arrivaient à la grille. Wilson, qui se trouvait en tête, saisit un barreau et tira. Tiens, Dit-il. vous avez fermé. Mais nullement, j'ai laissé le battant tout contre. Cependant, Herlock tira à son tour, puis, effaré, se précipita sur la serrure. Un juron lui échappa. « Tonnerre, elle est fermée !» Fermée à clé. Il ébranla la porte de toute sa vigueur, puis, comprenant la vanité de ses efforts, laissa tomber ses bras découragé, et il articula d'une voix saccadée. « Je m'explique tout maintenant. C'est lui. Il a prévu que je descendrais à Creil et il m'a attendu ici une jolie petite souricière pour le cas où je viendrais commencer mon enquête le soir même. En outre, il a eu la gentillesse de m'envoyer un compagnon de captivité. Tout cela pour me faire perdre un jour et aussi sans doute pour me prouver que je ferais bien mieux de me mêler de mes affaires. c'est-à-dire que nous sommes ses prisonniers. Vous avez dit le mot. Herlock Sholmes et Wilson sont les prisonniers d'Arsène Lupin. L'aventure s'engage à merveille. Mais non, il n'est pas admissible. Une main s'abattit sur son épaule, la main de Wilson. Là-haut! Regardez là-haut! Une lumière! En effet, l'une des fenêtres du premier étage était illuminée. Ils s'élancèrent tous deux au pas de course, chacun par son escalier, et se retrouvèrent en même temps à l'entrée de la chambre éclairée. Au milieu de la pièce brûlait un bout de bougie. À côté, il y avait un panier, et de ce panier émergeait le goulot d'une bouteille, les cuisses d'un poulet et la moitié d'un pain. Sholmes éclata de rire. « À merveille, on nous offre un souper. C'est le palais des enchantements, une vraie féerie. Allons, Wilson, ne faites pas cette figure d'enterrement. Tout cela est très drôle. » Êtes-vous sûr que ce soit très drôle? Gémit Wilson, lugubre. « Si, j'en suis sûr !» s'écria Sholmes avec une gaieté un peu trop bruyante pour être naturelle. « C'est-à-dire que je n'ai jamais rien vu de plus drôle. » C'est du bon comique, quel maître ironiste que cet Arsène Lupin. Il vous roule, mais si gracieusement. Je ne donnerai pas ma place à ce festin pour tout l'or du monde. Wilson, mon vieil ami, vous me chagrinez. Me serais-je mépris et n'auriez-vous point cette noblesse de caractère qui aide à supporter l'infortune? De quoi vous plaignez-vous? À cette heure, vous pourriez avoir mon poignard dans la gorge, ou moi le vôtre dans la mienne. Car c'était bien ce que vous cherchiez, mauvais ami. Il parvint, à force d'humour et de sarcasme, à ranimer ce pauvre Wilson et à lui faire avaler une cuisse de poulet et un verre de vin. Mais quand la bougie eut expiré, qu'ils durent s'étendre pour dormir sur le parquet et accepter le mur comme oreiller, le côté pénible et ridicule de la situation leur apparut. Et leur sommeil fut triste. Au matin, Wilson s'éveilla, courbaturé et transi de froid. Un léger bruit attira son attention. Herlock Sholmes, à genoux, courbé en deux, observait à la loupe les grains de poussière et relevait des marques de craie blanche, presque effacées, qui formaient des chiffres, lesquels chiffres il inscrivait sur son carnet. Escorté de Wilson, que ce travail intéressait d'une façon particulière, il étudia chaque pièce et dans deux autres il constata les mêmes signes à la craie. Et il nota également 2 cercles sur des panneaux de chêne, une flèche sur un lambris et 4 chiffres sur 4 degrés d'escalier.
Au bout d'une heure, Wilson lui dit « Les chiffres sont exacts, n'est-ce pas? Exact, je n'en sais rien, répondit Herlock, à qui de telles découvertes avaient rendu sa belle humeur. En tout cas, il signifie quelque chose. Quelque chose de très clair. Dit Wilson. Il représente le nombre de lames de parquet. Ah! Oui, quant aux deux cercles, ils indiquent que les panneaux sont faux, comme vous pouvez vous en assurer, et la flèche est dirigée dans le sens de l'ascension du monte plat. Herlock Sholmes le regarda émerveillé. Ah ça, mais mon bon ami, comment savez-vous tout cela? Votre clairvoyance me rend presque honteux. Oh, c'est bien simple, dit Wilson, gonflé de joie. C'est moi qui ai tracé ces marques hier soir, suivant vos instructions, ou plutôt suivant celles de Lupin, puisque la lettre que vous m'avez adressée est de lui. Peut-être Wilson courut-il à cette minute un danger plus terrible que pendant sa lutte dans le massif avec Sholmes. Celui-ci eut une envie féroce de l'étrangler. Se dominant, il esquissa une grimace qui voulait être un sourire et prononça « Parfait, parfait, voilà de l'excellente besogne et qui nous avance beaucoup. Votre admirable esprit d'analyse et d'observation s'est-il exercé sur d'autres points? Je profiterai des résultats acquis. » Ma foi, non, j'en suis resté là. Dommage, le début promettait, mais puisqu'il en est ainsi, nous n'avons plus qu'à nous en aller. Nous en aller? Et comment? Selon le mode habituel des honnêtes gens qui s'en vont. Par la porte. Elle est fermée. On l'ouvrira. Qui? Veuillez appeler ces deux policemen qui déambulent sur l'avenue. Mais quoi? C'est fort humiliant. Que dira-t-on quand on saura que vous, Herlock Sholmes, et moi, Wilson, nous avons été prisonniers d'Arsène Lupin? Que voulez-vous, mon cher? On rira à s'en tenir les côtes, répondit Herlock, la voix sèche, le visage contracté. Mais nous ne pouvons pourtant pas élire domicile dans cette maison. Et vous ne tentez rien? Rien. Cependant, l'homme qui nous a apporté le panier de provisions n'a traversé le jardin ni à son arrivée, ni à son départ. Il existe donc une autre issue. Cherchons-la et nous n'aurons pas besoin de recourir aux agents. Puissamment raisonné. Seulement, vous oubliez que cette issue, toute la police de Paris l'a cherchée depuis 6 mois et que moi-même, tandis que vous dormiez, j'ai visité l'hôtel du haut en bas. Ah, mon bon Wilson, Arsène Lupin est un gibier dont nous n'avons pas l'habitude. Il ne laisse rien derrière lui, celui-là. À 11 heures, Herlock Sholmes et Wilson furent délivrés et conduits au poste de police le plus proche où le commissaire, après les avoir sévèrement interrogés, les relâcha avec une affection d'égard tout à fait exaspérante. « Je suis désolé, messieurs, de ce qui vous arrive. Vous allez avoir une triste opinion de l'hospitalité française. Mon Dieu, quelle nuit vous avez dû passer. Ah, ce Lupin manque vraiment d'égard. » Une voiture les mena jusqu'à l'Élysée Palace. Au bureau, Wilson demanda la clé de sa chambre. Après quelques recherches, l'employé répondit, très étonné, « Mais monsieur, vous avez donné congé de cette chambre. » « Moi? Et comment? » ?»« Par votre lettre de ce matin que votre ami nous a remise. »« Quel ami? » ?»« Le monsieur qui nous a remis votre lettre. Tenez, votre carte de visite y est encore jointe. Les voici. » Wilson les prit. C'était bien une de ses cartes de visite et sur la lettre, c'était bien son écriture. « Seigneur Dieu, » murmura-t-il. « Voilà encore un vilain tour. » Et il ajouta anxieusement. « Et les bagages? » »« Mais votre ami les a emportés. »« Ah, et vous les avez donnés? » »« Certes, puisque votre carte nous y autorisait. » »« En effet, en effet. » Ils s'en allèrent tous deux à l'aventure par les Champs-Élysées, silencieux et lents. Un joli soleil d'automne éclairait l'avenue. L'air était doux et léger. Au rond-point, Herlock alluma sa pipe et se remit en marche. Wilson s'écria. « Je ne vous comprends pas, Sholmes, vous êtes d'un calme. On se moque de vous, on joue avec vous comme un chat joue avec une souris, et vous ne soufflez pas mot. » Sholmes s'arrêta et lui dit. « Wilson, je pense à votre carte de visite. » « Eh bien, voilà un homme qui, en prévision d'une lutte possible avec nous, s'est procuré des spécimens de votre écriture et de la mienne, et qui possède toute prête dans son portefeuille une de vos cartes. Songez-vous à ce que cela représente de précaution, de volonté perspicace, de méthode et d'organisation. C'est-à-dire, Wilson, que pour combattre un ennemi si formidablement armé, si merveilleusement préparé, et pour le vaincre, il faut être moi. Et encore, comme vous le voyez, Wilson, on ne réussit pas du premier coup. » À 6 heures, l'Écho de France, dans son édition du soir, publiait cet entrefilet.
Ce matin, Monsieur Thénard, commissaire de police du 16e arrondissement, a libéré messieurs Herlock Sholmes et Wilson, enfermés par les soins d'Arsène Lupin dans l'hôtel du défunt baron d'Autrec, où ils avaient passé une excellente nuit. Allégés en outre de leurs valises, ils ont déposé une plainte contre Arsène Lupin. Arsène Lupin, qui, pour cette fois, s'est contenté de leur infliger une petite leçon, les supplie de ne pas le contraindre à des mesures plus graves. « Bah !» fit Herlock Sholmes en froissant le journal. « Des gamineries. C'est le seul reproche que j'adresse à Lupin. Un peu trop d'enfantillage. La galerie compte trop pour lui. Il y a du Gavroche dans cet homme. » Ainsi donc, Herlock, toujours le même calme? Toujours le même calme, répliqua Sholmes avec un accent où grondait la plus effroyable colère. À quoi bon m'irriter? Je suis tellement sûr d'avoir le dernier mot.